nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. مارس تنظيم داعش خلال هذه الأشهر جرائم إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي وديني ضد الآلاف من المواطنين. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Bonjour, bon réveil, c'est le morning. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Voici le sommaire de cette édition. L'aviation américaine a commencé à frapper le sud de la capitale irakienne. Lancement de la guerre déclarée par Barack Obama à l'État islamique. Et dans le même temps à Paris, 26 diplomates du monde entier participaient hier à la conférence internationale de lutte contre l'organisation terroriste. On y revient largement ce matin. Et dans ce contexte, on parlera également des ambitions françaises sur la scène internationale. En organisant cette conférence, Paris cherche-t-elle à détrôner Washington ? On ouvre le débat ce matin. Enfin, on reviendra sur ce sketch des Guignols de l'info qui a créé la polémique en Israël. On y voit Binyamin Netanyahou dans le jeu baptisé chez les Gazaouis. Tout est permis. Les Guignols ont-ils été trop loin? Les images et les explications en fin d'édition. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Une actualité chargée ce matin qu'on va développer ensemble pendant 2 heures en direct depuis Tel Aviv. Bonjour à nos invités, Raphaël Yerouchalmi, notre spécialiste militaire, merci d'être avec nous. Bonjour à notre Cyril Amar. Et bonjour depuis Paris à Christian Mallard, notre spécialiste des questions internationales. Merci de vous être levé si tôt, heure parisienne. Wow. Christian, cette nuit, les forces de l'aviation américaine ont frappé pour la première fois le sud de Bagdad. Est-ce qu'on peut parler officiellement du lancement de la guerre déclarée contre le déclarée par Barack Obama il y a quelques jours? Oui, je pense qu'en effet, Barack Obama joint l'action à la parole, cette fois-ci après son discours qui remonte à peu près il y a une semaine. Hier, c'est vrai que les Français ont fait de la bonne gesticulation en faisant des vols de reconnaissance au-dessus de l'Irak. Et les Français ont voulu montrer qu'ils étaient vraiment les alliés des Américains, qu'ils allaient vraiment les suivre. Cette fois-ci, ils en ont l'occasion, ce qui n'avait pas été le cas il y a 2 ans lorsqu'il y a eu le problème des armes chimiques avec Bachar el-Assad en Syrie. Et donc, je pense en effet que c'est le début de cette campagne. Maintenant, il faut voir comment les autres vont suivre. Parce que cette coalition de 40 pays, dont 26 étaient présents hier, eh bien, elle est un peu hétéroclite. Il va falloir surveiller un certain nombre de pays. Et je pense toujours au même, le Qatar, la Turquie et quelques autres, qui ne sont pas toujours des alliés fiables. Alors, est-ce que tout le monde va aller dans le même sens ? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, coalition complexe à gérer, coalition contre nature, diront certains. Christian, vous restez avec nous. On va tenter de comprendre ce qui s'est joué hier à Paris avec notre correspondante sur place, Marie Cartier. L'État islamique est une menace pour le monde et il va falloir agir vite. C'est le message de la conférence de Paris. Mais concrètement, quels sont les défis à relever en Irak sur le plan militaire? Il va falloir intensifier les frappes aériennes. Et là-dessus, la France, comme d'autres pays, vont rejoindre les Américains déjà sur place en Irak. Mais pour que ces frappes soient efficaces, il va falloir également des relais au sol. Et on le sait, aucun pays pour l'instant ne veut une intervention terrestre. Il va donc falloir armer et former les forces en présence, c'est-à-dire les milices chiites, les combattants kurdes ainsi que l'armée régulière sur place. Le grand défi pour le gouvernement irakien va être de ramener l'unité du pays et de ramener les sunnites qui, pour l'instant, se sont ralliés à Daesh dans le jeu politique en Irak. Sur le plan diplomatique, quid de l'Iran et de la Syrie sans faire le jeu de Bachar el-Assad, car de toute façon, venir à bout de Daesh passera par une intervention en Syrie. Pour l'instant, la coalition préconise d'armer et de former les forces d'opposition
l'opposition syrienne, dite modérée. Mais là encore, c'est un jeu dangereux puisque, on le sait, il y a des éléments islamistes, des islamistes radicaux au sein de ces troupes. Donc, vous voyez, plusieurs défis. Couper également les financements de Daesh. Et là-dessus, il faut compter sur la bonne conduite des pays du Golfe, sans aucune garantie. Il va falloir aussi couper les filières djihadistes, bloquer ces filières. Et là, c'est à chaque pays de prendre ses responsabilités et de surveiller ses frontières. Donc, vous le voyez, la tâche est énorme et cela va prendre certainement beaucoup de temps. Merci Marie. Depuis Paris, Christian Mallard, je reviens à vous. Alors précisément, au-delà de la jolie photo de famille, des gesticulations, comme vous disiez à Paris hier, est-ce que les contours de l'opération et le rôle de chaque État ont été définis ? Écoutez, j'en suis pas sûr parce qu'on a écouté le président Hollande et j'ai trouvé M. Fabius, qui est venu en fin de matinée pour clore un peu cette conférence, je l'ai trouvé peu disert. Donc il y a sans doute un certain nombre de choses qui ont été traitées, en effet, pour savoir quel était le rôle des uns et des autres. Et en même temps, je pense qu'on a parlé de l'Iran, à savoir si on pouvait compter sur une sorte d'alliance tacite de l'Iran et même de la Russie, puisque M. Lavrov était là. C'est vrai que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a frappé jusqu'alors en Irak, mais tout le monde est conscient. Le président Hollande l'a dit. Après, dans le communiqué final, cela n'apparaît pas. Il va falloir aller frapper l'État islamique, Daesh, donc, en Syrie. Et c'est là qu'il va falloir savoir si on passe par une résolution des Nations Unies à laquelle M. Poutine dirait oui, j'accepte qu'il y ait des frappes parce que M. Poutine a intérêt aussi à ce qu'on se débarrasse de Daesh. Et puis les Iraniens, c'est tout ça qui va se jouer, je pense, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, pour déterminer si on va vraiment attaquer en Syrie, parce que c'est nécessaire. Si on n'attaque pas en Syrie, c'est faire la moitié du travail. Donc, je pense qu'il va falloir prendre des décisions dans ce sens. Alors, vous l'avez dit, la Russie risque de jouer les troubles faits dans cette lutte coordonnée contre Daesh, contre l'État islamique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les Américains s'avancent seuls en Syrie? On sait que le Congrès américain devrait approuver dans les jours qui viennent cette aide militaire et logistique aux rebelles modérés. Est-ce que Washington va frapper seul le sol syrien? Tout est possible après avoir vu les scènes de barbarie orchestrées, mises en scène par Daesh. Je pense que les opinions publiques sont derrière Obama, sont derrière Cameron en Grande-Bretagne, sont derrière Hollande et tous les autres pays. C'est évident qu'il faut éradiquer, qu'il faut anéantir Daesh. Mais en même temps, moi je pense que si les Américains interviennent, c'est que quelque part, ils ont eu une sorte d'accord tacite à la fois avec l'Iran, qui est incontournable, qu'on le veuille ou non, même si c'est un État, un régime pas fréquentable, et avec M. Poutine. Moi, je pense qu'il peut y avoir des deals avec Poutine par rapport à ce qui se passe en Ukraine, en lui disant on vous laisse un peu plus tranquille dans votre sphère d'influence, mais cette fois-ci, écoutez, il faut qu'on travaille ensemble. C'est une nécessité pour l'ensemble de cette coalition et pour vous-même. Je pense qu'il est capable de comprendre cela. Tout de même, si les Américains frappent avec ou sans l'aide de Poutine en Syrie, ils le feront sans l'accord, en tout cas de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est une déclaration de guerre au régime syrien ? Non, je crois que ce n'est pas une déclaration de guerre, mais il ne faudrait surtout pas commettre l'erreur de faire des frappes sur Daesh et puis en même temps vouloir frapper les troupes, l'armée de Bachar el-Assad. Là, ça serait considéré sans doute par les Russes et par les Iraniens comme une sorte de casus belli. Et donc, je ne pense pas que les Américains et les autres alliés commettront cette erreur de stratégie. Mais c'est vrai qu'il faudra être très prudent, puisque de toute façon, c'est une nécessité d'attaquer Daesh sur le sol syrien. Alors, parlons de l'Iran que vous évoquez également. Il était le grand absent de la conférence de Paris hier. Est-ce que l'ombre de ce grand absent a plané sur les débats à Paris ? Oui, tout à fait. Et d'autant plus que, de toute façon, il y avait eu une invitation qui avait été lancée par François Hollande aux Iraniens. Et visiblement, ils ne sont pas venus parce qu'avant cette conférence, des pressions ont été exercées sur Obama par les Saoudiens, qui sont, comme vous le savez, les grands ennemis sunnites
du grand ennemi chiite, l'Iran. Et donc, à partir de là, c'était difficile pour les Iraniens d'accepter quoi que ce soit de participation, de discussion, d'échange avec la coalition internationale. Mais de toute façon, il faut bien se dire qu'on est obligé de faire avec l'Iran dans la région, sur ce point précis. Mais la seule chose positive, c'est que Daesh, c'est l'ennemi commun de tout le monde, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des autres, et que je pense qu'à un moment ou un autre, ça ne se passera pas trop mal. Alors, parlons des autres pays de la région. Qu'en est-il du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie? Est-ce qu'on peut imaginer que les pays arabes de la région, que les pays du Golfe aillent plus loin que leur aide aux forces locales et envoient eux aussi des troupes au sol en Irak? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura un pays arabe qui va envoyer des troupes au sol en Irak ou en Syrie, bien entendu. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il a été dit clairement hier qu'il fallait assécher tout ce qui était les réseaux de financement de Daesh. Et bien entendu, on sait pertinemment que le Qatar, le Koweït, sont des pays, peut-être pas en tant qu'entité, pas au niveau du royaume, mais au niveau de nombreux particuliers très riches qui financent Daesh. Donc à partir de là, il va falloir vraiment s'assurer, je ne sais pas comment, que le Qatar et le Koweït jouent ce jeu. Et puis aussi, il y a les Turcs. Les Turcs qui quand même ont eu un rôle ambigu vis-à-vis de tous les islamistes qui viennent entre la Turquie et la Syrie, et par où sont transités un certain nombre de djihadistes venus non seulement de France, mais d'ailleurs. Et donc c'est ces trois pays-là, Turquie, Qatar, Koweït, qu'il va falloir vraiment surveiller, sans parler de l'Iran, bien entendu, dont on vient de parler. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur la table. Et tout ne sera pas simple. Et ça, encore une fois, je crois qu'il faut le répéter, et tout le monde l'a dit hier, c'est une œuvre de longue haleine. Certains pensent même que ça ira au-delà de la fin du mandat de Barack Obama en janvier, le 21 janvier 2017. Donc vous voyez qu'on a plus que du pain sur la planche. Voilà, beaucoup de travail et beaucoup de points d'interrogation. En tout cas, cette coalition souhaite un cadre légal à son opération. Christian, on rappelle qu'à la fin du mois, le Conseil de sécurité de l'ONU va donner aux alliés un mandat légal pour la mener, cette opération. Mais il faudra l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Russie. Ça risque de s'annoncer compliqué. Est-ce que cette opération pourrait ne jamais voir le jour ? Non, je ne dis pas qu'elle ne pourrait jamais voir le jour. Simplement, je pense qu'entre-temps, et vous posez la très bonne question, il va falloir se mettre d'accord avec le tsar Vladimir Poutine. Et il y a l'Ukraine qui est là. Donc il va falloir régler le problème ukrainien, trouver une sorte de modus vivendi. Je crois que le président ukrainien Porochenko hier a donné quand même quelques signes pour essayer d'apaiser les tensions dans la région. Si on arrive à apaiser les tensions avec Poutine et lui faire comprendre, encore une fois, je répète qu'on ne va pas trop l'embêter dans sa zone d'influence, dans sa sphère d'influence, je pense qu'à ce moment-là, les choses se passeront bien. Mais il faut que les Occidentaux insistent pour savoir parler à Vladimir Poutine. Vous savez, je le connais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a un mécanisme très particulier. Si on sait s'engouffrer dans cette façon de parler avec Poutine, je pense qu'on y arrivera. Mais c'est encore un autre jeu. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir été avec nous depuis Paris. Raphaël Yerushalmi, est-ce que cette opération de cette vaste coalition complexe s'annonce compliquée ? Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, peut-être même un petit peu trop. L'opération s'annonce très longue, comme on vient de le dire, surtout si elle se limitera à des attaques aériennes qui, à mon avis, vont être très peu efficaces. Si on compare ce qui nous est arrivé récemment avec Gaza, et nous avons eu 1500 sorties, même plus, sur un mouchoir de poche. Ouais. Et là, on parle d'une immense zone désertique et montagneuse qui ne va pas du tout faciliter le travail aérien. Il y aura, comme à Gaza d'ailleurs, le dilemme des objectifs que se fixe cette coalition. Parce que nous aussi, nous avons dit au début dissuasion, affaiblissement, degrade, dit Obama, ou suppression. C'est la même chose avec eux. Ils ont l'impression de nous parler de degrade,
degrade Daesh, ça veut dire que rien ne se passera. C'est ce qui nous est arrivé avec le Hamas. Nous l'avons affaibli temporairement seulement. Peu optimiste quant à la stratégie et à son efficacité. On va y revenir largement dans un instant, mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Cyril. On va passer en revue les grands titres de la presse régionale ce matin, ce qui fait la une des quotidiens israéliens ce matin. Et c'est lié à cette lutte contre l'État islamique. C'est cette mise en garde officielle, nationale, aux Israéliens contre des risques d'attentats en Europe. Et on s'approche, vous le savez, Barbara, des fêtes de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et à cette période de l'année, vous le savez, les Israéliens se ruent vers les agences de voyage pour choisir leur destination, la destination de leur petite escapade touristique. Et en tête des destinations les plus prisées, c'est l'Europe, évidemment. Mais attention, titre ce matin le Israël Hayom, le quotidien gratuit, proche du pouvoir, même sur le vieux continent. Les touristes israéliens devront cette année se méfier de l'État islamique. La mise en garde a été publiée hier par le Bureau de lutte antiterroriste israélien, car de retour dans leur Europe natale, des djihadistes ayant combattu en Syrie ou encore en Irak pourraient en effet commettre des attentats contre des objectifs juifs ou israéliens, à l'instar, vous vous en souvenez, de la fusillade contre le musée juif de Bruxelles, c'était en mai dernier. Alors pour les touristes comme Ronnie, ici sur cette photo du Yediot, qui décideraient de ne pas renoncer à leur voyage, eh bien le Bureau de lutte antiterroriste israélien a publié quelques consignes à respecter, comme par exemple éviter de parler en hébreu en public ou encore décliner toute invitation douteuse pour un rendez-vous d'affaires. La voilà, à Ronnie, avec ce danger que représente aujourd'hui l'Europe pour les touristes israéliens. Voilà les consignes publiées hier donc par le Bureau de lutte antiterroriste israélien. Voilà, et puis autre titre dans la presse régionale, c'est évidemment cette conférence de Paris qu'on a évoquée. Et voilà, ça y est, la coalition internationale est en marche. À Paris, les alliés ont décidé de faire la guerre aux djihadistes et de soutenir l'Irak par tous les moyens, écrit le Al-Quds palestinien ce matin. Un vrai succès diplomatique pour Paris, estiment de leur côté nos confrères du quotidien panarabe à Sharq al-Awsat, puisque la coalition, vous l'avez dit, ne compte pas moins de 26 alliés, et pas des moindres, s'il vous plaît, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également les 9 pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, qui, selon le quotidien, vous le voyez, aurait proposé à Paris la formation d'une coalition internationale contre le terrorisme pour une durée de 10 ans. Combattre l'État islamique, oui, mais en Irak exclusivement, nous dit le journal panarabe Al-Hayat, car les alliés n'ont fait aucune référence sur la marche à suivre pour chasser les djihadistes du nord-est de la Syrie. L'intention américaine d'étendre les frappes aériennes au territoire syrien est autant contestée, nous dit le journal, par les partisans et par les détracteurs du régime de Bachar el-Assad. Alors ce sera sans l'Iran, vous l'avez dit, avec Christian Mallard, que la communauté internationale va en découdre avec l'EI. C'est ce que nous dit ce matin le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise. Téhéran ne se sent pas exclu, puisqu'on apprend dans les colonnes du journal iranien Iran Daily que c'est l'Iran et non pas les États-Unis qui auraient mis son veto à toute participation à la coalition contre l'État islamique. Ils mentent, nous dit Ali Khamenei en une du journal, ils mentent, les Américains, il fait référence évidemment aux Américains, ce sont eux qui veulent nous exclure de leur coalition, alors que c'est l'Iran qui a refusé d'y participer, a insisté l'ayatollah qui, vous le voyez, sortait hier de l'hôpital après une opération de la prostate. On en a parlé sur ce plateau il y a quelques jours. Ouais, voilà. Alors qu'en est-il du Qatar, on se posait la question, qu'en est-il du Qatar? On le sait, Doha est souvent soupçonné de financer des groupes islamistes radicaux. Eh bien, ce pays pourrait jouer dans la campagne un rôle inversement proportionnel à sa dimension géographique, un rôle de premier plan même, nous dit ce matin le Times of Israel, puisqu'il mettrait à disposition des Américains sa base aérienne d'Al-Udeid et qu'il accueille, vous le savez, le CENTCOM. Le CENTCOM, c'est le commandement militaire chargé du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, le commandement américain, vous l'avez compris. Voilà pour ce dossier. On termine avec une autre info, mais qui apparaît ce matin dans les journaux israéliens. 2 passagers interpellés hier à l'aéroport Ben Gurion. Ils ont dissimulé dans leur bagage des munitions et de la drogue. Voilà, une poupée démembrée, vous allez la voir, un jouet en forme de bateau éventré. Non, vous n'êtes pas dans la cour d'un jardin d'enfants, mais à l'aéroport Ben Gurion, l'un des plus sûrs du monde avec ses contrôles draconiens. Eh bien, hier, 2 passagers, un Israélien de 36 ans et une Ouzbek, ont dissimulé dans ces jouets, donc des munitions et de la drogue. Mais cela n'a pas échappé à la vigilance des contrôleurs, puisque les 2 voyageurs ont aussitôt été interpellés. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'une manœuvre qui était destinée à tester les mesures de sécurité en vue d'un futur attentat. Voilà, ils se sont fait attraper.
Merci Cyril. Et alors que le monde met en place sa stratégie pour contrer l'avancement, la progression de l'État islamique, eh bien en Israël, on reste sur le qui-vive. La tension est de mise, vous le savez, sur le front nord, à la frontière syrienne, mais également à la frontière libanaise, où on retrouve notre envoyé spécial, Maxime Perez. Bonjour Maxime. Alors on l'a vu ces dernières heures, l'ONU est en train d'abandonner la Syrie. Des centaines de casques bleus ont quitté le Golan syrien pour se réfugier presque en Israël. Est-ce qu'à la frontière libanaise, la situation est différente ? Oui, c'est vrai que ce désengagement inquiète côté israélien avec cette véritable désertion en masse de casques bleus de la FNUOD du côté syrien du plateau du Golan. Et tout cela relance évidemment ce vieux débat en Israël sur l'utilité et l'efficacité de ces forces d'interposition onusiennes déployées aux frontières d'Israël. Alors, avec la FINUL au sud Liban, c'est quelque peu différent. La FINUL, d'abord, c'est une force militaire beaucoup plus importante que le contingent de casques bleus déployé sur le Golan. C'est près de 11 000 hommes avec des moyens extrêmement lourds, des blindés, des moyens antiaériens pour faire respecter le cessez-le-feu et pour éventuellement répondre à une attaque du Hezbollah ou même d'Israël. Cela fait partie du mandat de la FINUL. Mais évidemment, ce qui pose aujourd'hui problème à Israël, en dépit du calme qui règne à la frontière israélo-libanaise, c'est l'incapacité de cette force d'interposition onusienne à empêcher le réarmement du Hezbollah, et cela depuis la seconde guerre du Liban en 2006, l'impossibilité pour les patrouilles de casques bleus de rentrer, de pénétrer dans ces villages chiites qui sont de facto devenus des bases arrières du Hezbollah, où la milice chiite stocke d'importants armements et surtout ces roquettes qui menacent le territoire israélien. Et puis, évidemment, en dépit des réunions de coopération sécuritaire qui sont nombreuses à quelques kilomètres derrière moi dans le quartier général de la FINUL à Nakoura, qui est à peine à 10 km, eh bien, Israël ne se fait aucune illusion et sait qu'aujourd'hui, cette mission de l'ONU est quasiment caduque, que le Hezbollah est aujourd'hui a rétabli la force militaire, sa force militaire qui était celle d'avant le déclenchement de la guerre de 2006 et qu'elle est même aujourd'hui encore plus importante. Et côté israélien, on se prépare donc à l'éventualité d'une nouvelle confrontation. Merci beaucoup Maxime. Depuis la frontière, Raphaël Yerushalmi, est-ce que c'est un danger que la désertion de ces forces d'interposition sur le front nord israélien ? Non, pas du tout. Ils n'ont jamais rien fait, pas grand-chose. Il y a eu par le passé une aide discrète des casques bleus pour nous indiquer la présence de terroristes dans le sud du Liban. Et ça s'est limité à cela. Ouais. Leur mandat n'a jamais été clair de toute façon. Leur pouvoir d'action est limité. Ils n'ont pas vraiment un droit d'intervention, seulement d'observation. Donc qu'ils soient là ou pas là, ça ne changera pas grand-chose. Raphaël Yerushalmi, on revient à présent sur la stratégie militaire qu'est en train de mettre en place les Américains et la coalition dans sa lutte contre l'État islamique. Vous l'avez dit, une stratégie basée sur des frappes aériennes. Sur le terrain, ce sont les forces locales qui devront affronter les djihadistes. Selon pour les experts, il sera difficile, voire impossible, de gagner la guerre contre Daesh avec cette stratégie. Le point signé Mathias Inbar. Frappés par des raids aériens les positions de l'État islamique pendant 3 ans, voilà le plan proposé par Barack Obama. Une stratégie vouée à l'échec, estime Michael Hayden, ancien chef de la CIA. Est-ce que ce plan proposé par le président américain est justement réaliste d'un point de vue militaire ? Nous avons posé la question à Ron Tira, lieutenant-colonel de réserve au sein de l'armée de l'air israélienne. Il vient surtout d'achever sa mission en tant que responsable de la planification des frappes au cours de l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Sa réponse est partagée. Je ne crois pas que ce plan soit réaliste d'un point de vue militaire. On peut d'abord se demander si l'État islamique va changer d'apparence et donc devenir une cible difficile à atteindre pour l'armée de l'air, en pénétrant dans les milieux urbains et ne ressemblant plus à une armée. Donc. Le second challenge, c'est que l'État islamique n'est qu'un symptôme du problème. Si vous n'agissez pas en profondeur, un nouveau problème apparaîtra. Cet ancien pilote de chasse de Tsahal maîtrise parfaitement la difficulté de viser des cibles en milieu urbain et d'éviter ainsi des pertes collatérales.
Ça serait complètement fou de la part de l'État islamique de continuer à se déplacer de ville en ville, sur des autoroutes avec des voitures facilement identifiables. Il serait donc préférable pour eux de se déplacer en milieu urbain. Les États-Unis n'ont aucun problème pour larguer des bombes n'importe où au Moyen-Orient. La question est d'identifier la cible et surtout de ne pas causer de dommages collatéraux. La notion du renseignement humain est alors essentielle pour Ron Tira. Sans un réseau d'informateurs et d'agents au cœur des villages irakiens et syriens, ces frappes n'auront pour lui aucun impact sur le long terme. Il est extrêmement difficile de mener des opérations aériennes militaires en milieu urbain. Si vous souhaitez, quoi qu'il arrive, mener ces opérations, vous devez avoir un excellent réseau de renseignement. Vous avez besoin de sources locales, extrêmement fiables, sinon elles n'auront aucun effet. Pour lui, c'est aider des réseaux sociaux que l'État islamique a pu générer ce sentiment de panique générale. La communauté internationale devrait, selon cet ancien pilote de chasse israélien, ne pas se détourner du principal soutien d'organisations terroristes au Moyen-Orient, soit l'Iran et ses ambitions nucléaires. Raphaël Hirochelmi, cette guerre de luxe, si l'on peut dire, que veulent mener les Alliés, à savoir des troupes juste aériennes sans s'engager au sol, est-ce que c'est une stratégie militaire qui peut s'avérer payante ? Il y a deux niveaux. Un niveau tactique, donc sur le terrain, comme on vient de le dire, à quoi on peut ajouter tout ce que nous connaissons de Gaza, donc tout le matériel qui sera caché sous terre, qui ne peut pas être atteint par la voie aérienne, la difficulté d'identification des cibles, le bouclier humain. À cela, il faut ajouter ce que Gaza n'a pas. Daesh a un équipement anti-aérien. Il est capable de tirer sur un avion. Daesh a des moyens technologiques qui n'étaient pas utilisés par le Hamas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Par exemple, ça a l'air bête, mais ça s'est déjà passé du temps de Saddam Hussein, des tanks gonflables ou des camions, des faux camions, donc des fausses cibles, des signatures électroniques aussi fausses qui attirent vers des cibles, des leurs. Donc tout cela. Mais après, vous avez le plan stratégique. Que se passe-t-il? Et ça se passera. Il y a deux choses. La première, c'est quand commencent les attentats importants en Europe, aux États-Unis. Que se passe-t-il là? Et ça sera évident que dès que l'attaque prend de l'ampleur, il y aura des tentatives, en tous les cas, d'attentats très très importants en Europe et aux États-Unis. Que se passe-t-il? Que fait-on? Ça pourrait accélérer les opérations en Irak et en Syrie. Je pense que là, il y aura une hésitation à continuer seulement avec l'armée de l'air. La seconde option stratégique de Daesh, c'est le pétrole. Ouais. Ils détiennent du pétrole, ils sont capables de fermer le robinet, faisant à ce moment la pression d'abord sur les Chinois, ensuite sur les Russes. Alors vous dites beaucoup d'armes, beaucoup de cartes à jouer pour l'État islamique. Est-ce que les forces locales sur le terrain uniquement, même avec un appui aérien, vont pouvoir éradiquer ces djihadistes comme l'a promis Barack Obama? Je pense que si l'opération va prendre 3 ans, pour former l'armée irakienne, ça prend 5 ans. À mon avis, à un niveau... On a tout compris. Regardez Tsahal par rapport au Hamas, le peu que nous avons accompli. Donc, par contre, si on arrivait à payer très cher les Peshmerga, les Kurdes, à monter une force mercenaire de gens qui savent se battre, là peut-être qu'on peut avoir, un sous-fifre terrestre qui aiderait la coalition. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de rentrer et qu'il y aura des attentats en Europe. Merci beaucoup Raphaël Hirochelmi. Merci Cyril. À suivre, on parlera de la France sur la scène internationale. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin et on parle à présent des ambitions françaises sur la scène internationale avec cette question en organisant cette conférence contre l'UI à Paris. Est-ce que la France cherche à détrôner les États-Unis dans son rôle de leader mondial? On va en parler avec Daniel Sheikh. Merci d'être avec nous, diplomate israélien, ambassadeur notamment à Paris. Vous connaissez bien la politique française. Et avec vous, Betsabi, on va tenter de comprendre tout de suite comment les médias
les médias français expliquent la stratégie du pays sur la scène internationale. Alors la France, donc, on le rappelle, qui a accueilli donc hier le sommet de Paris, au cœur donc de cette fameuse coalition contre l'État islamique, même si ce sera un soutien qui va rester très limité sur le plan opérationnel, puisque Paris a déjà explosé son budget des interventions extérieures entre le Sahel, la Centrafrique, sans compter ces dernières semaines. Paris a mis l'accent sur la situation en Libye. Alors comment interpréter cette attitude comme l'attitude d'une puissance internationale, garante de la justice et de la paix dans le monde, ou alors comme un pays qui cherche plutôt à détourner l'attention de ses citoyens? Alors cet engouement pour une action contre l'État islamique, cette visite en Irak mercredi dernier, la première visite d'un chef d'État depuis l'intervention des djihadistes, eh bien le Nouvel Obs l'explique par la volonté de la France de réaffirmer son rôle dans la région. La France qui s'est placée à l'avant-garde de la lutte antiterroriste depuis l'opération Serval au Mali, écrit le Figaro, et qui s'inquiète de la situation en Libye, un trou noir où s'est reconstitué un menaçant foyer djihadiste, et de relever d'ailleurs à ce sujet que les appels lancés par les responsables français sont restés jusqu'à présent lettre morte. Une France donc vraiment à l'avant-garde pour une partie de la presse. Voilà, et pour une autre partie des médias, eh bien, on n'est pas dupe. Certains ont même tendance à s'agacer. Voilà, alors avec cette formule, par exemple, les initiatives internationales de la France prises par François Hollande peuvent détourner l'attention de l'opinion des problèmes domestiques, mais ne les résoudra pas. C'est ce qu'écrit Atlantico, qui apparemment penche donc pour cette stratégie, d'autant que la France est endettée au bord de la cessation de paiement et signe avec ça, on n'oublie pas bien sûr le livre Brûlot de Valérie Triard-Veller, l'éviction express d'un secrétaire d'État et bien sûr des sondages calamiteux. Alors on serait même au bord d'une semaine particulièrement importante, peut-être devrait-on dire dangereuse. Les Échos rappellent qu'après le sommet sur l'Irak, eh bien le chef de l'État a présidé les assises de l'investissement et tient ce jeudi sa 4e grande conférence de presse. D'ailleurs, ce serait même la conférence de presse la plus périlleuse du quinquennat de François Hollande, à en croire Metro News. Voilà. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on s'agace. Washington aussi. Un article rapporté par Le Point, ce serait dans le New York Times. Obama aurait fait part de son agacement à l'égard de François Hollande. Paris qui verserait des rançons aux ravisseurs. Obama qui pourrait aussi opter pour le profil bas. Slate note que si François Hollande avait le loisir d'être d'humeur badine, eh bien, il pourrait tirer une certaine satisfaction du changement de cap opéré par Obama, justement, en déclarant maintenant une lutte sans merci à l'État islamique et en annonçant des frappes aériennes non seulement en Irak, mais aussi en Syrie. Le président américain donne finalement raison, donc, à François Hollande, qui, en 2013, on le rappelle, avait poussé pour une intervention contre Damas. Alors, merci Betsabe. On va en parler avec un spécialiste de la politique française, Mickaël Darmon. Mickaël Darmon est en ligne avec nous depuis Paris, analyste politique et journaliste à iTélé notamment. Sur ce que vient de dire Betsabe, est-ce que vous partagez ce sentiment? Paris est encore refroidi par ce volte-face américain d'il y a un an. C'était en août 2013 sur la question des frappes contre la Syrie, quand Barack Obama décide seul de ne pas y aller. Il n'a pas prévenu François Hollande. François Hollande lui en veut toujours? Non, je crois que c'est largement oublié comme épisode. Vous savez, la dernière petite tension, si on est sur ce chapitre-là, entre Obama et Hollande, date d'il y a 48 heures, lorsque Barack Obama a publiquement critiqué la politique de la France à travers le président donc, Hollande de négocier donc pour avoir payé des rançons pour libérer les otages, alors que les Américains ne le font pas. Hollande qui lui aurait d'ailleurs, Mickaël, menti sur la question. C'est ce qu'Obama a affirmé en off à des journalistes du New York Times. Oui, alors que la vérité de François Hollande soit à géométrie variable, ça en France on en a pris largement l'habitude. Et on peut imaginer que Barack Obama a fait aussi les frais d'un langage à interprétation multiple. Maintenant, en ce qui concerne la conférence pour la sécurité en Irak qui s'est tenue donc hier à Paris, elle témoigne, elle est paradoxale parce qu'elle montre la France en pointe dans l'organisation de la coalition pour frapper l'État islamique, alors que justement c'est la France qui a le moins de contact avec l'Irak depuis plusieurs années. Ce qui témoigne quand même d'une grande inquiétude de la part des autorités françaises qui, il faut le savoir, et le reconnaissent d'ailleurs, n'ont rien vu venir dans l'établissement et l'émergence de cette structure, l'État terroriste.
et qui, ces derniers temps, s'est pressé et empressé donc de rassembler des informations et de montrer qu'ils étaient donc en pointe sur la lutte contre cet État islamique, parce que bien évidemment il y a des conséquences immédiates sur le sol français et européen, puisque un grand nombre de djihadistes français sont programmés ou l'ont déjà fait pour revenir en France et perpétrer des attentats comme on l'a vu malheureusement. Ça dénote également d'une volonté de François Hollande de trouver un terrain de légitimité nouvelle, parce qu'il faut quand même savoir qu'il est quand même en grande difficulté sur le plan donc intérieur, et que totalement donc éreinté par les sondages, il est encore tombé à 13% dans le dernier Alors baromètre. précisément à ce sujet, Michael Darmon, est-ce qu'on peut parler d'une habitude française, d'une habitude des présidents français de se lancer dans un conflit international alors que tout va mal sur la scène intérieure? C'est-à-dire que la Ve République permet au président de jouer donc de tous les étages, de tous les outils. Et c'est vrai que lorsque le président français n'arrive pas à régler la situation sur le plan intérieur, eh bien le fait qu'il soit également le chef des armées en titre et selon les institutions lui permet également d'appuyer sur un autre bouton, un autre registre, d'enfiler un autre costume et tout d'un coup essayer de produire de la légitimité par l'action extérieure. D'abord, c'est une nécessité souvent pour pouvoir maintenir cette supposée influence française sur la scène mondiale. Et puis, c'est aussi une forme de réminiscence des années de Gaulle, de cette espèce de référent permanent qui consiste à dire que la France est toujours présente dans les conflits, se soucie de la paix mondiale et doit intervenir au nom de son statut également de puissance au Conseil de sécurité à l'ONU. On verra bien cette fois-ci ce que ça va donner. On imagine que des frappes françaises sous couvert et coordination américaine vont bientôt se déclencher. L'information à Paris que l'on commence à recueillir, c'est que ce scénario pourrait être réglé justement pour le jour de la conférence de presse de François Hollande jeudi, ce qui montrerait également effectivement la substance politique de cette démarche. C'est comme ça qu'on explique aussi à Paris, Michael, ces premiers vols de reconnaissance militaire français en Irak qui ont eu lieu hier matin. Les premiers vols de reconnaissance, ils ont de toute manière techniquement vocation à être, puisque les frappes ne peuvent pas militairement se déclencher sans avoir quand même fait un travail au préalable. Donc il y a le vol de reconnaissance qui déjà est un signal, le fait ensuite de dire aux Américains voilà, nous sommes là, nous allons le faire, et puis après il y a l'analyse du terrain, les cibles à choisir, la coordination avec le commandement américain, et puis le feu vert qui après est une décision politique. Et donc il ne serait pas étonnant que dans la scénographie de jeudi, parce que le président Hollande n'a pas grand-chose à annoncer ni à dire sur le plan intérieur, sinon à répondre qu'à des questions difficiles après une rentrée catastrophique et cauchemardesque pour l'exécutif, de justement annoncer qu'au moment où il parle, eh bien, les avions français se dirigent vers l'État islamique. Au passage, ce qui est intéressant, c'est l'évolution également sémantique en France liée à cet État, puisque depuis quelque temps, la phraséologie officielle ne qualifie plus en français, ne parle plus en français d'État islamique, mais utilise le vocable arabe Daesh pour pouvoir justement ne pas qualifier le mot État. Enfin, ce qui est quand même assez ridicule, parce que de toute façon, ça revient à prononcer dans une autre langue le mot État. Et c'est aussi peut-être supposé que beaucoup de monde en France ne comprenne pas l'arabe, ce qui est largement donc pas exact. Bon, en tout cas, nous continuons d'utiliser ce terme État islamique ce matin. Merci beaucoup, Michael Darmon, d'avoir été avec nous depuis Paris. Daniel Cheikh, est-ce qu'on peut dire que François Hollande est un président qui multiplie les erreurs sur la scène intérieure, mais c'est plutôt où il va sur la scène extérieure? Vous savez, les temps sont durs pour les leaders de grands pays. On ne peut pas d'un côté accuser les Américains d'isolationnisme et puis le pratiquer soi-même parce qu'on est occupé avec les questions intérieures. D'ailleurs, clairement, si le président Hollande avait choisi de fermer l'œil sur les événements en Irak, sur le défi que pose l'État islamique et de se concentrer uniquement sur les affaires intérieures,
les mêmes qui l'accusent maintenant de jouer un jeu de faire diversion. De faire diversion l'auraient sans doute attaqué en disant qu'il a un comportement irresponsable et que ce sont là, en fait, les grands défis de la... C'est difficile. D'un autre côté, un grand pays comme la France doit être capable de faire des choses diverses, de multiplier les tâches. Je suppose que le président Hollande, en accueillant cette conférence et en annonçant une participation française aussi modeste soit-elle, ne va pas pour autant annoncer que maintenant, pendant 6 mois, il ne touche pas ni au chômage, ni aux problèmes économiques, ni aux défis européens, etc., etc. Il va faire tout ça. Maintenant, je pense que c'était important pour le président Hollande de prendre les devants en Europe. Il ne va pas remplacer les États-Unis. C'est-à-dire, j'espère que ce n'est pas, comme vous l'avez dit au début, son objectif, parce qu'il va être amèrement déçu, évidemment. Et puis, de toutes les façons, il ne peut pas les devancer, puisque c'est les Américains qui ont annoncé les premiers. Je voudrais quand même citer, à la lumière de ce que vous dites, aux diplomates français, on doit conserver une part d'autonomie, on ne veut pas être le sous-traitant des Américains. Il y a là quand même une tension, une certaine concurrence, on peut le dire, entre Paris et Washington. Il y a dans l'appareil diplomatique et politique français toujours des voix qui aiment comment dirais-je, cultiver cette tension, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas toujours heureux de voir la France, et d'ailleurs l'Europe en général, collaborer de manière trop étroite avec les États-Unis. Moi, je pense que, compte tenu des défis que nous confrontons dans cette affaire, il est totalement idiot de faire jouer ce genre de choses. Je crois que chacun doit donner ce qu'il peut. Et de toutes les façons, ce que les États-Unis vont investir dans cette campagne est de manière complètement démesurée, beaucoup plus important que ce que tous les autres vont faire. Donc peut-être ce diplomate français aurait mieux fait de se taire. Voilà, en tout cas, François Hollande ne s'est pas tu hier et c'est normal. Il a accueilli cette grande conférence de Paris. Je vous propose d'écouter le président de la République. Cette conférence a un seul objectif, apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique qui leur est nécessaire pour lutter contre une menace majeure qui s'appelle Daesh et qui fait peser sur l'Irak, sur la région du Moyen-Orient et sur le monde un risque majeur. Voilà, la France qui se replace dans le jeu, dans cette lutte contre l'État islamique. Un mot de la France sur la scène proche-orientale et sur le conflit israélo-palestinien également. Vendredi, le président palestinien sera reçu à l'Élysée par François Hollande. Selon une révélation de l'agence palestinienne MAN, Mahmoud Abbas demandera à François Hollande de reconnaître en bonne et due forme l'État palestinien. Est-ce que la France pourrait accepter ? J'hésite parce que intuitivement j'aurais dit non, parce que c'est un jeu dangereux pour un grand pays comme la France maintenant de prendre les devants et de reconnaître un État virtuel, il faut le dire, mais c'est un acte symbolique de grande importance. D'un autre côté, vous savez, la diplomatie internationale est souvent imprévisible et donc je ne veux pas fermer la porte. Ce n'est pas impossible et peut-être ça n'arrivera pas maintenant, peut-être ce sera à un autre moment pendant les semaines et les mois à venir, ce qui nous ramène à nouveau à nos affaires à nous, ici dans cette région, en Israël, en Palestine, etc. Moi je trouve que plutôt que de faire intervenir à nouveau la communauté internationale, nous ferions mieux de nous occuper de nos propres oignons de manière un peu plus active que nous ne le faisons maintenant. C'est-à-dire, je l'ai répété souvent, même sur ce plateau, je pense que c'est à Israël de prendre une initiative diplomatique par rapport aux Palestiniens. Je crois que... Est-ce que c'est un danger pour Israël de laisser faire Mahmoud Abbas dans cette fuite en avant, dans ces manœuvres unilatérales ? C'est une règle de la diplomatie et vraiment une règle tellement claire que c'est toujours mieux d'avoir la main et de ne pas se laisser entraîner par les autres. D'autant plus que dans le conflit israélo-palestinien, clairement, Israël est la partie la plus forte.
Et donc, je crois que sans trop de risques, Israël peut essayer de jouer sur tous les changements qui sont en train de s'opérer dans cette région et essayer de jouer une carte diplomatique par rapport aux Palestiniens. Merci Betsabé, merci Daniel Sheikh. Vous restez avec nous après un nouveau journal. On parlera politique israélienne avec cette guerre très rude d'une autre coalition, celle de Binyamin Netanyahou, qui se déchire autour du budget 2015. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On parle politique israélienne où rien ne va plus. La coalition de Binyamin Netanyahou serait en train de tanguer. Et au cœur des tensions, le budget 2015, dernier épisode en date, le chef de la coalition issu du Likoud, le parti du Premier ministre, freine le vote d'une loi à l'origine de cette controverse, celle de la suppression de la TVA pour un premier achat immobilier. La loi phare du ministre des Finances, on est en pleine guerre personnelle également entre le ministre des Finances et le Premier ministre Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien, membre du parti Atnoa de Tzipi Livni. Vous êtes encore avec nous. Est-ce que c'est Binyamin Netanyahou qui a exigé du député Yariv Lavin de bloquer cette loi ? Ça ne m'étonnerait pas, même si sans doute il ne va pas tout de suite, du moins, vouloir prendre la responsabilité. Mais il est clair que c'est un vrai contentieux. D'ailleurs, il n'est pas que politique. Il faut dire avec toute honnêteté que beaucoup d'économistes israéliens trouvent la loi sur la TVA zéro sur un premier achat immobilier une loi mal réfléchie, mal conçue, qu'elle coûtera un argent fou au budget de l'État, près de 3 milliards de shekels. Est-ce que c'est du populisme de la part du ministre des Finances d'insister à tel point sur cette loi ? Vous savez, beaucoup accusent ou reprochent à Yair Lapid, le ministre des Finances, comment dirais-je, un certain manque de profondeur dans ses actions politiques et économiques d'ailleurs. Manque de profondeur ou manque d'expérience politique ? L'un n'exclut pas l'autre. Il n'a pas d'expérience politique et il n'a surtout pas d'expérience économique. Mais disons, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le ministre des Finances doit forcément être un économiste et le ministre de la Santé un médecin. Ce sont des personnalités politiques qui sont entourées par des experts et qui sont censés pouvoir prendre des décisions qui vont au-delà de leur domaine d'expertise. Mais dans ce cas particulier, il a été attaqué, y compris au sein de son propre ministère, par certaines voix. Maintenant, cela dit, il faut comprendre que le contexte politique, il est ce qu'il est. C'est une coalition qui est basée autour d'un parti, le Likoud, celui de Benjamin Netanyahou, qui ne détient que 19 sièges sur un parlement de 120. Donc clairement, le Premier ministre n'a pas une force, une solidité qui lui donne, disons, les moyens de naviguer avec sécurité dans ces eaux assez tumultueuses que traverse notre pays depuis quelques mois, à la fois la guerre de Gaza, la crise économique, les problèmes budgétaires qui en suivent de cette guerre, etc. Oui, alors justement, le contexte en Israël a changé après cette opération à Gaza. Pourtant, le ministre des Finances campe sur ses positions, campe sur ses promesses électorales, presque, qu'il a fait aux classes moyennes. C'est pour ça, c'est par eux qu'il a été élu. Est-ce qu'il aurait dû changer de cap ? On parle évidemment dans cette guerre du budget du montant alloué au ministère de la Défense, que le ministre de la Défense souhaite augmenter, que Binyamin Netanyahou lui-même souhaite augmenter. Le ministre des Finances semble plutôt réticent. Oui, bon, les guerres budgétaires, ce n'est pas une invention israélienne, ce n'est certainement pas une invention de ce gouvernement-là. Tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend. Il y a eu des périodes où les budgets étaient biannuels. Mais ça existe toujours. Et surtout, autour de ce gros morceau de notre budget, qui est celui de la défense, par la force des choses, il y a toujours un bras de fer énorme entre l'appareil de défense, l'appareil militaire, l'armée, et les experts du ministère des Finances qui cherchent évidemment à réduire. Je pense que Yair Lapid aura du mal
à revenir sur sa promesse sur la loi immobilière. C'est vraiment une loi phare. Oui, c'est son cheval de bataille. C'est là quelque chose, même si je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le paysage politique qui souhaiterait véritablement des élections anticipées, c'est un sujet qui pourrait... Ce sera sa ligne rouge. Ça pourrait être sa ligne rouge, simplement parce que je vois mal comment il peut revenir sur ça, sauf de dire à cause de la guerre, à cause, je ne sais pas. Mais il s'est vraiment investi dans cette loi. Maintenant, peut-être que le Premier ministre aussi va finir par... disons, être un peu, vouloir un compromis entre les deux, si, en définitive, les deux estiment que ce n'est pas la meilleure période pour des élections. C'est certainement le cas pour Yair Lapid, qui n'est crédité par les sondages que à peu près la moitié des sièges qu'il détient aujourd'hui. Pourtant, c'est sa crédibilité politique qui est en jeu avec cette loi phare. Vous l'avez dit, son cheval de bataille. Est-ce que vous pensez que cette crise du budget pourrait sonner le glas de leur coopération? Elle pourrait, mais mon intuition, c'est que ce ne sera pas tout de suite. Je ne pense pas que le Premier ministre jouisse d'une position suffisamment forte, même au sein de son propre parti, certainement dans la coalition, pour qu'il se sente en confiance pour confronter à nouveau les électeurs. Mais d'un autre côté, peu d'analystes, peu de spécialistes israéliens, y compris moi, avec toute modestie, pense que ce gouvernement va terminer ses jours normalement dans 3 ans. Alors justement, pour finir là-dessus, un mot de Yair Lapid lui-même, avec le succès électoral qu'il a connu, tout le monde parlait, criait à la révélation politique, au changement de cette scène politique israélienne. Est-ce qu'il reste un challenger, un premier ministrable, presque 2 ans après les élections? Je ne pense pas. Je pense qu'il est déjà perçu comme une grande déception. Je n'y croyais pas personnellement beaucoup quand il a été élu. Je crois que c'est le fruit de spécialistes de communication et de campagne, et que son succès est dû essentiellement à une sorte de désarroi des électeurs israéliens qui ne savaient plus vers où se tourner. Et donc c'est toujours la nouvelle figure, la nouvelle star qui aspire ces voix du centre. J'ai l'impression que pour la prochaine élection, il y aura une nouvelle star. Ce sera je ne sais pas, on parle de Moshe Kahlon, par exemple, encore une figure qui est une figure politique dans le passé, mais qui a un flair de nouveauté. Il y a l'ancien patron des services de sécurité du Shabak, il y a d'autres noms qui circulent. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque élection maintenant, avec le système électoral qui est très médiatisé, chaque campagne électorale a sa nouvelle star, a besoin d'une nouvelle star pour des électeurs qui sont déçus du Likoud, n'aiment pas la gauche, ou déçus de la gauche, n'aiment pas le Likoud, et qui se disent, ma foi, en gros, je déteste les politiques. J'ai envie de quelqu'un de nouveau, de frais, de pas touché. Seulement les nouveaux et les frais, après, ils sont accusés de ne pas avoir d'expérience. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Restez avec nous, Daniel Schell, on reste en Israël et on parle d'un phénomène inquiétant depuis plusieurs années. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour éviter le cas d'enfants oubliés dans la voiture de leurs parents. De plus en plus de cas chaque été. Et quelquefois, l'issue est tragique. Enquête signée Shahar Peled avec Leslie Rezoug. Yoav n'avait que 2 ans, il est mort la semaine dernière après avoir été oublié pendant 40 minutes dans la voiture de sa mère dans une chaleur torride. Le même jour en Israël, 3 autres bébés étaient retrouvés bloqués dans une voiture. Il ne fait pas de doute que le nombre d'incidents et de rapports de police et malheureusement de cas de décès sont en augmentation. Les chiffres montrent une nette hausse ces dernières années. Et en effet, les chiffres sont effrayants. Depuis 2008, 323 enfants ont été oubliés dans des voitures en Israël. Parmi eux, 15 sont morts et des dizaines d'autres souffrent de lésions graves. Mais pourquoi cette récente hausse de ce que les médecins appellent désormais le syndrome du bébé oublié ? Les parents aujourd'hui sont beaucoup plus occupés. Ils sont bombardés de stimuli, ils ont des milliers de tâches. Ils doivent arriver au travail à l'heure, déposer les enfants à l'école. Ils sont toujours pressés.
La vie est devenue plus mouvementée. Il faut en faire plus, en moins de temps. Il faut être plus attentif à notre environnement qu'avant. Orly Silbinger dirige B'Terem, le Centre national pour la sécurité et la santé des enfants. Elle cherche à éviter ces accidents en sensibilisant le public, mais également par des moyens technologiques. Le problème, c'est que si ce n'est pas réglementé, si la décision appartient aux parents, si je suis persuadée que ça ne m'arrivera pas à moi, je n'équiperai pas ma voiture d'un tel moyen technologique. Beaucoup considèrent que de porter la responsabilité de la mort de son enfant constitue en soi la plus lourde des peines. Mais pour le docteur Isaac Kedman, président du comité pour le bien-être de l'enfant, il faut à tout prix faire appliquer la loi. Malheureusement, au cours de l'année passée, 158 dossiers judiciaires ont été ouverts contre des personnes ayant laissé un bébé dans une voiture. Mais seuls 2 d'entre eux ont mené à une condamnation. Et c'est un progrès par rapport à l'année d'avant où aucune condamnation n'a été prononcée pour 114 cas. Mais ce phénomène n'est pas uniquement propre à Israël. En 2014, 44 enfants sont morts d'hyperthermie en voiture aux États-Unis, portant le nombre de victimes à plus de 130 depuis la fin des années 90. Dans le nord de l'Europe, où le climat est plus tempéré, les chiffres sont bien plus modérés. Au fil des années, plusieurs solutions ont été imaginées. Certains optent pour des systèmes de capteurs, d'autres penchent plutôt pour les simples pense-bêtes et déposent leur sac ou leur portable près du siège auto pour enfants. Je trouve totalement absurde d'avoir besoin de gadgets pour focaliser notre attention sur l'enfant ou de devoir déposer son téléphone près de l'enfant parce qu'on aura plus tendance à se demander où est notre téléphone qu'à se demander où est notre enfant. Voilà, et on passe à présent en revue les grands titres de l'actu internationale de la journée. C'est en 5 clics et c'est avec vous, Betsabe. Les grands titres, vous allez loin, mais en tout cas, tout d'abord, cette tragédie en mer, 800 morts en 5 jours. C'est ce que titre La Stampa, le quotidien italien, qui décrit ces cadavres flottant de centaines de désespérés qui fuyaient la guerre et la pauvreté sur les eaux méditerranéennes. Alors, dernier carnage en date, un bateau transportant 250 personnes qui s'est renversé au large des côtes de Tripoli. Et la Stampa revient sur ce même destin tragique. 2 centaines de personnes mortes ou disparues ce dimanche, et ce témoignage de l'horreur qui évoque plutôt un homicide même. Il s'agit d'un bateau perdu parti d'Égypte avec à son bord 500 personnes. Alors à plusieurs reprises, les passeurs demandent aux passagers de changer d'embarcation jusqu'à un moment où ils leur demandent de sauter dans une embarcation plus petite. Et alors là, les passagers se rebellent, résultat des affrontements, et finalement les passeurs qui ont embouti la pompe du bateau, résultat 500 personnes à l'eau, dont de nombreuses familles. C'est le récit de 2 jeunes palestiniens miraculeusement survécus. L'un était muni d'un gilet de sauvetage, l'autre s'était accroché à une bouée avec 7 autres personnes, parmi elles un enfant égyptien. Toutes ces personnes ont lâché prise d'épuisement avant d'avoir pu être sauvées. Terrible tragédie, nouvelle tragédie de ces boat people. Allez, direction les États-Unis, on parle d'autre chose. On parle de l'iPhone 6 et un premier bilan plutôt positif. Alors apparemment, nous dit CNN, tout le monde veut l'iPhone 6. 4 millions d'iPhone 6 et 6 Plus ont été achetés vendredi, soit le premier jour de leur disponibilité. Et parmi les acheteurs, beaucoup ne recevront d'ailleurs leur nouveau gadget que le mois prochain, les stocks n'ayant pas pu faire face à la demande. Alors CNN qui illustre cet article d'une petite vidéo, au cas où vous ne seriez pas convaincu, un petit film dont le but est de comparer l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, son grand frère. Par exemple, lequel, vous allez le voir, lequel tombe ou ne tombe pas de la poche. Alors le résultat est flagrant, évidemment. Si vous prenez le grand, eh bien, au bout de quelques gestes, il va tomber par terre. Voilà. Bon, voilà. Alors pour ceux qui auraient un choix à Cornélien à faire. Et puis on parle là pour le coup d'un vrai gros titre de l'actualité. On ne va parler que de ça dans les 48 heures à venir. J-2 pour le référendum en Écosse. Alors à l'heure où la reine s'inquiète et lance un appel aux gens à réfléchir attentivement à leur futur avant de de botter, eh bien de voter décidément. C'est un sujet très épineux, en tout cas c'est ce que relève donc BBC. Eh bien alors les stars, people et autres artistes continuent d'y aller de leur yes ou no. Alors parfois un bon moyen d'autopromo, vous allez voir d'ailleurs le Daily Mail n'y va pas mollo sur le scepticisme. La styliste de renom que vous voyez, Vivienne Westwood, amoureuse, nous dit-il, du motif écossais, a agrafé ses badges yes
pièces sur ces mannequins, en dépit du fait, nous dit le Daily Mail, que c'est une riche londonienne sans le moindre gène écossais. Voilà, alors pour Vivienne Westwood, d'ailleurs, l'indépendance de l'Écosse, ce serait une chance pour un monde meilleur. Voilà, ces fameux motifs écossais dont le Daily Mail se moque un petit peu. Bon, réponse bientôt en tout cas. Et puis un mot de santé aussi, Betsabé, ce matin. Il serait dangereux, dites-vous, de s'asseoir. Oui, alors vous allez bouder, Barbara. En attendant la sentence fameuse, eh bien, ça s'appelle la projection psychanalyse. Les Britanniques, en fait, focalisent leur angoisse sur autre chose. Le Guardian a choisi cette question, qui n'en est pas vraiment une. S'asseoir est-il mauvais pour ma santé? Eh bien, plus vous vous asseyez, plus vous avez des chances d'avoir des problèmes cardiaques ou même un cancer. En fait, s'asseoir augmente les chances de contracter quasiment toutes les maladies auxquelles vous pourriez penser, nous dit le Guardian. Très rassurant, au point que même les médecins en Grande-Bretagne, eh bien, pensent qu'ils devraient désormais faire leurs consultations debout, Barbara. Donc on passe nos journées debout. Donc il faudrait se mettre debout dans le studio maintenant, je pense. Daniel? C'est pas d'une grande originalité. D'ailleurs, il y a des studios de télévision où tout le monde est debout, comme vrai. Vous le savez. Non, on va y réfléchir. Oui, mais de toute façon, vivre, c'est un métier dangereux. Donc c'est comme ça. On termine, Betsabé, par une faute de goût qui fait le buzz. Alors ce sont des maillots qui créent l'agitation, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le titre du Sydney Morning Herald. Alors comme le note le journal, habillé de ce maillot, les cyclistes colombiennes sont nues, entre guillemets. Vous allez tout de suite comprendre, voilà. Donc en fait, elles ne sont pas nues, je vous rassure, ce sont les effets de couleurs et des ombres. Alors en France, ce sont les maillots du sexisme, commente Slibé, que ces maillots ont néanmoins inspiré. En quelques mots, ils ont fait une conversation fictive entre les dirigeants moustachus, cinquantenaires, qui ont en fait eu cette idée pour que les gens trouvent que c'est génial que des nanas en vélo passent à poil devant eux. Fin de citation. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Betsabé. Merci, Daniel Chek. On se retrouve après un journal. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Et on parle à présent de ce sketch des Guignols. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. En tout cas, il a créé la polémique en Israël. Et pour cause, on y voit Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dans un jeu rebaptisé par les Guignols de l'info. Chez les Gazaouis, tout est permis. Alors on se pose la question ce matin, est-ce que les Guignols ont été trop loin? Yoram Salomon, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous nous en dites un peu plus. Oui, effectivement, bon, voilà, encore un sketch qui a suscité la polémique. Les affaires s'enchaînent, Aymeric Caron il y a 10 jours, les Guignols maintenant. Voilà, le sketch a divisé encore la France, ceux qui pensent que les Guignols ont dit encore tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou même pas tout bas, ou encore du côté de la communauté juive, est-ce qu'on s'est dit que les Guignols avaient été trop loin? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, moi j'ai voulu voir et j'ai repris le sketch de A à Z pour me demander si effectivement c'était de l'humour et on pouvait l'accepter ou pas, ou si vraiment il y avait quelque chose dedans. Alors je vous propose, avant de continuer à le décortiquer, d'en voir un petit extrait. Oui. Les amis, vendredi, tout est permis, l'émission d'Arthur qui cartonne sur TF1. Alors, découvrez encore plus fort. Chez les Gazaouis, tout est permis. Le show unique de l'armée israélienne en direct de Gaza. Avec toutes les séquences les plus folles de l'émission, comme In the Dark. On aura une autre séquence dans quelques minutes. Alors, en gros, on y voit quoi? Qu'est-ce qui est dit? Bon, alors, déjà, il faut reprendre étape par étape. Ça commence. Déjà, on a le show de départ. Aujourd'hui, les soldats israéliens ont tué un jeune Gazaoui. Le décor est planté. Je me suis dit, déjà là, bon, on est dans une tradition, on va dire, des médias français. Est-ce que l'information a déjà été vulgarisée à la base? J'ai été sourcé. Effectivement, c'est un jeune Palestinien qui a été tué. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agissait d'une opération des soldats de Tsahal à Ramallah pour chercher les activistes du Hamas. Ils ont été pris à partie par une cinquantaine de Palestiniens. Cocktail Molotov et pierre. Un cocktail Molotov a été tiré sur l'armée israélienne. Le jeune a été tué. Ça remet un peu les choses dans leur contexte. Mais j'ai pas envie de trop m'appesantir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est finalement on a l'habitude. Par contre, si on va prendre étape par étape, on a l'émission Vous avez aimé vendredi, tout est permis, l'émission d'Arthur. Je me suis posé la première question. Pourquoi avoir choisi Arthur? On est obligé d'y penser. Pour moi, Arthur et dans l'esprit de tout le monde, Arthur est juif, c'est comme prendre Bill Cosby pour les Noirs, Jamel pour les Arabes, Dieudonné pour les antisémites. À quel moment, pourquoi on n'a pas pris Denis Brognard pour Koh-Lanta? C'était rigolo, il n'y avait pas de problème de... Bon, déjà, il y a un petit malaise qui s'installe. On se pose une question et c'est pas normal déjà à ce moment-là. Ensuite...
on présente ça comme un show. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que, voilà, on a un show, on a Gaza qui est en ruine, on a 3 soldats surarmés, et on nous dit, voilà, c'est le show, tout est permis. Moi, dans la tête, je pense directement... Quand vous dites show, vous dites mais presque jeu télévisé. Oui, c'est un jeu télévisé. Ouais. On a fait de la guerre à Gaza le terrain de jeu de l'armée israélienne. Donc, moi, je suis français, avec la soupe quotidienne qu'on me sert régulièrement, habituellement. Les mots qui me viennent, c'est reptilien, inhumanité, sadisme, machiavélisme. Enfin, c'est des mots... je ne peux pas penser autrement. Je suis conditionné pour penser ça, et là, on en rajoute un peu. Et on voit, d'un autre côté, Netanyahou, avec 2 officiers israéliens dans le bunker, confortablement. On a l'impression de voir ce film, j'ai repensé, Le Prix du danger, ça date, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais où on mettait en scène déjà une sorte de mise à mort de candidats. On ne parlait même pas encore à l'époque de reality show, c'est avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin, et on voyait des candidats lutter pour leur survie à la télé. Ça faisait le jeu des spectateurs. C'est les jeux de Rome, en fait. On est en plein combat de gladiateurs. Donc, il y a quelque chose, effectivement, du domaine du sadisme. Mais est-ce que ce n'est pas le ton guignol aussi la satire, quoi, dans sa quintessence. Alors, c'est justement là où on peut se poser la question. Parce que les Guignols, ça fait quoi? Ça fait 26 ans que ça existe. C'est 8 minutes, ça réunit des millions de spectateurs tous les jours. Et on sait que c'est un vrai contre-pouvoir, les Guignols. Il n'y a personne qui ne passe pas au filtre des Guignols. Mais les Guignols ont une vraie responsabilité, finalement, de par leur poids politique, de par leur poids médiatique. Ouais. On sait déjà qu'ils ont fait des élections en 2002, Chirac contre Le Pen. Les Guignols ont eu un fort ascendant là-dessus, un fort impact. Donc à partir du moment où on sait que Les Guignols est une émission qui peut avoir une responsabilité sur le choix des jeunes, sur leur façon sur la transmission des idées, ce qui est important, c'est pas le message finalement. On se demande toujours si on peut rire de tout ou pas. Évidemment, le message est important. C'est pas le récepteur qui est important, c'est l'émetteur. C'est-à-dire que représente l'émetteur pour l'audience à qui il s'adresse. Et là, Les Guignols, en l'occurrence, on peut juger que c'est pas une émission antisémite, c'est pas une émission profondément anti-israélienne, même s'il y a eu déjà un dérapage en 2011 où il y avait déjà eu un sketch comme ça, mais il tire sur tout le monde. Mais on a un contexte aujourd'hui un peu compliqué, et ça c'est la deuxième notion qu'on doit prendre, c'est l'émetteur et le contexte. Il y a eu l'affaire Émeric Caron il y a 10 jours. On va reparler du contexte dans un instant. On regarde un autre extrait pour continuer à se faire une idée. Quand je le regarde, je me revois à son âge. Mais avant toute chose, François, vous allez sportivement serrer la main de vos adversaires. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'était justement ce dont je parlais il y a 2 minutes, sur Le Prix du danger. Le film a 30 ans, plus de 30 ans, et on mettait en scène donc un candidat qui devait survivre dans la ville, et toute la population avait le droit de l'aider, éventuellement ou pas, ou le dénoncer, et c'était filmé, on donnait à manger aux candidats, à la population, et c'était un film visionnaire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce système de reality show. Et voilà, il y avait un vrai parallèle avec l'émission des Guignols, où on a fait du sordide, de la guerre, quelque chose de sordide, encore plus sordide, c'est-à-dire les Gazaouis tirés comme des lapins, mis à mort dans une arène. Alors, vous parlez de contexte et de responsabilité, d'impact qu'ont les Guignols. On sait à quel point la tension est mise en France, notamment le climat antisémite assez exacerbé en France. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, les Guignols ont été trop loin? C'est là où je pense qu'on peut dire qu'ils ont été trop loin, parce que moi, j'aime bien les Guignols, ça fait des années que je les suis, et encore une fois, c'est un contre-pouvoir et important. C'est important qu'on ait aujourd'hui des libérateurs alternatifs, de la parole, qu'on ne soit pas dans un politiquement correct permanent qui interdit toute liberté d'expression. Mais là, il y a un contexte à prendre en compte, et il y a un récepteur et un émetteur à prendre en compte. Et la nature du message a complètement été mal reçue, parce qu'on est dans un contexte, je parlais tout à l'heure de l'affaire Émeric Caron, qui a suscité beaucoup d'agressivité de la part de la communauté juive, à juste titre ou pas, mais c'est ce que ça a fait. On sent que tout le monde est sous tension avec la guerre, on a eu des émeutes quand même, en juillet et en août, on a eu des émeutes, des agressions, des dérapages antisémites quand même extrêmement importants. On sait qu'on a 5000 personnes qui viennent qui sont en train de faire leur alia en Israël et qui quittent un pays qu'ils aiment, où enfin, c'est un drame, c'est vécu aussi comme un drame, c'est pas une alia idéologique, c'est une alia de survie, en tout cas vécu comme tel. Donc aujourd'hui, oui, on a un climat qui est délétère, un climat dangereux, et
c'est important que des émissions qui capitalisent autant d'audience et qui réunissent autant de monde et qui ont une responsabilité dans les idées. Est-ce qu'il n'y a pas une hypersensibilité en France par rapport au conflit israélo-palestinien? Juste pour penser aux Guignols, on a vu pendant des années George Bush en Rambo, en Sylvester Stallone, tous les soirs dans le foyer de tous les Français. Vous le disiez, ça tape sur tout le monde dans les Guignols. Personne n'a été épargné. Pardon. Ça tape sur tout le monde et effectivement c'est le but et on doit continuer, on doit lutter pour que ce genre d'émission continue à exister. Mais sur 26 ans d'émission, forcément, parfois il y a des dérapages. Et puis il n'y a pas qu'un auteur, il y a plein d'auteurs, il y a plein de sensibilités. Donc je pense qu'il doit y avoir, pas un filtre sur la liberté d'expression des Guignols, mais effectivement une autocensure liée parfois à des contextes un peu compliqués, ou peut-être que ce sketch... Bon, il est dur et il y a quand même des scènes, notamment avec la mitraillette qui est tirée au pied de juifs qui fait penser, pas de juifs par exemple, de Gazaouis, mais justement, mon lapsus c'est révélateur, qui fait penser à des scènes de la Seconde Guerre mondiale où des nazis, ça donnait à des activités sadiques. Très fine, vous le disiez, c'est pas la première fois que les Guignols ont été critiqués pour avoir été trop loin par rapport à Israël. C'est le cas, vous le disiez, en 2011. On regarde à quoi ça ressemble. En 2011, il y a eu un sketch effectivement très controversé. On termine avec le prix Nobel de chimie. Il a été attribué aujourd'hui à l'Israélien Daniel Shechtman. Voyons l'expérience qui lui eut ce prix. J'ai réussi à faire entrer la Palestine dans ce sac poubelle. Joli. En même temps, c'est le fruit de 50 ans de recherche. Il fallait bien que ça aboutisse. Voilà. Il n'y avait pas de main morte. Il n'y a pas de main morte. Et puis, en fait, c'est la dernière phrase qui se fait surtout mal. C'est le fruit de 50 ans de recherche. Voilà, parfois il y a une vraie autocensure, je pense, de ce genre d'émission. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit la faire, cette censure, c'est eux-mêmes, et où ils doivent analyser un climat parfois compliqué. Et là, je pense qu'ils auraient dû peut-être prendre en compte ça. En tout cas, le débat est ouvert et cette ligne fine dans la satire est toujours compliquée, subtile à trouver. Mais je pense que les téléspectateurs jugeront eux-mêmes. Il faut leur faire confiance à leur intelligence. Merci beaucoup, Yoram, vous restez avec nous. Coup de projecteur à présent sur une chanteuse particulière dans l'immense tragédie qui touche le peuple kurde. Eh bien, la voix de Elie Louv s'est élevée. Chanteuse et activiste, elle est désormais directement menacée par l'État islamique. Son portrait est signé par Daniel Campos avec Sandy Fortis. Regardez. À première vue, c'est le clip d'une jeune bimbon quelconque, mais détrompez-vous, Elie Louv est bien différente des autres jeunes artistes de sa génération. Courageuse, intelligente, belle, mais surtout kurde, Elan Abdullah, née en 1988, est connue sous le nom de Elie Louv. Elle chante, danse, elle est aussi chorégraphe, actrice et mannequin, rien que ça. Née en Iran, elle s'est ensuite exilée avec ses parents pour fuir le régime de Saddam Hussein, et c'est en Finlande, là où elle a grandi, qu'elle commence à se mettre en scène dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, Elie Louv est le symbole des jeunes Kurdes, un peuple qui rêve d'avoir un État indépendant, mais c'est aussi l'une des rares célébrités à être prise pour cible par le groupe radical de l'État islamique. Menacée de mort à plusieurs reprises, elle provoque à travers ses clips et ses mots l'indépendance du peuple kurde, persécuté en Irak, en Iran et en Turquie. L'État islamique a déjà attaqué des villages kurdes avec des intentions bien claires, balayer cette ethnie. La souffrance actuelle des yézidis kurdes prouve qu'ils sont dans une situation très critique et existentielle. Mais les persécutions n'ont pas stoppé la star dans son action. Avec son titre à succès, Risk It All, elle répond à ces menaces et affirme qu'elle est prête à tout risquer pour aider son peuple à avoir un État indépendant. Elie a récemment visité le siège des Peshmerga dans la ville de Duhok, en Irak, près de la frontière de Mossoul, vêtue de la tenue des combattants afin d'améliorer leur morale face aux extrémistes musulmans. En tant que militante, Elie est aussi très engagée pour le droit des animaux. C'est pourquoi en 2014, elle crée l'association Love House, une organisation visant à aider les habitants et les animaux du Kurdistan. Grâce à son projet, bon nombre d'animaux ont été transférés dans un environnement plus sûr. Si l'engagement de la diva met sa sécurité en péril, le dévouement qu'elle consacre aux activités anthropologiques va au-delà du coût médiatique ordinaire des célébrités d'Hollywood. Et c'est pourquoi différents médias du monde entier s'intéressent autant à son travail qu'à son engagement. Aujourd'hui, il semble que le rêve d'avoir un État kurde indépendant est plus réel que jamais. Bien que l'artiste fasse débat au sein des laïcs et des conservateurs du pays, son énergie positive et sa volonté d'améliorer le futur de son peuple fait d'elle une icône. Et qui dit nouvelle nation, dit nouveau héros.
Voilà pour Elie Louv, la jolie chanteuse kurde. Allez, dernière question de cette émission. Qu'est-ce qui se passe ce matin sur Internet? Rudy, on va voir ça avec vous et on commence par ce fashion scandale qui a enflammé le web hier. On en parlait ici même avec Sandy Fortis, des fashion scandales, de la provocation, du marketing, on ne sait pas trop. En tout cas, ça c'est un fashion scandale qui va vous coûter $129 et il est signé de la marque Urban Outfitters. Ça a complètement agité le net hier. Alors c'est quoi? C'est un pull à l'aspect vintage qui porte le logo de l'université Kent State dans l'Ohio et en fait c'est en référence, enfin plus ou moins masqué, mais c'est en référence aux événements tragiques qui sont survenus. C'était le 4 mai 1970. Ce jour-là, la garde nationale avait ouvert le feu sur des étudiants qui manifestaient contre la guerre du Vietnam et il y avait eu 4 morts et 9 blessés. Donc voilà ce pull de très mauvais goût taché de sang qui crée évidemment un scandale sur Internet. On va voir les réactions des Internet. Urban Outfitters tente le sweatshirt taché de sang en référence aux 4 étudiants. Donc voilà comment le buzz est parti hier aux États-Unis aussi. Évidemment, les gens ont fait très vite, les internautes ont fait très vite le rapprochement avec ce qui s'était passé avec l'affaire de l'étoile jaune, du pyjama étoile jaune, de la marque Zara il y a quelques temps. Donc voilà, et les grosses marques, est-ce qu'on peut embaucher des équipes de style avec une conscience morale? Hashtag Zara aussi. Du côté des États-Unis, voilà, on dit que ce n'est pas une gaffe, que c'est du marketing et que c'est encore pire parce que c'est du marketing. C'est ça, c'est peut-être pas un fashion faux pas comme on disait, mais une prise de position politique voulue, réfléchie. C'est une prise de position, mais c'est l'utilisation d'un événement dramatique pour faire vendre aussi. Donc alors ça peut faire débat, mais ce que dit Rick Wilson, l'internaute, il dit voilà, c'est pas du tout une gaffe, c'est du marketing et ça c'est pire d'utiliser la mort de 4 personnes pour faire du marketing. Certains diront, et je pense que ça a l'air d'être de votre avis, que ça rappelle cet événement aux jeunes générations. Oui, c'est un engagement aussi politique. Ça. Donc voilà, et les internautes disent que finalement le délire du moment des marques, c'est de savoir qui arrivera à vendre la fringue la plus abjecte. Et donc sur Internet, c'est le tollé général. C'est vrai qu'en même temps, je ne sais pas si je l'achèterais, moi, ce pull entaché comme ça de sang. C'est vraiment un outil de revendication, je pense qu'il n'y a pas plus. Oh, maintenant, voilà, comme tout, c'est récupéré par le commerce. Après, que ce soit fait par un artiste, c'est une chose, que ce soit fait par une grande marque, c'est autre chose. Ouais, ça fait il ne reste plus beaucoup de temps. On termine avec une vidéo, on va se quitter là-dessus. Qui a fait le buzz? C'est un artiste israélien, vous nous expliquez en 2 mots? C'est une chorale virtuelle, ce qu'on appelle ça, une chorale virtuelle sur Internet. Cutiman, il a parcouru YouTube pour mettre bout à bout les compositions de plein de gens qui font de la musique et qui la mettent sur YouTube, des pianistes, des jeunes chanteurs. Et il a réussi à mixer tout ça et ça fait un magnifique morceau que je vous propose. On va regarder. C'est un artiste israélien. Merci Rudy, merci Yora, merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une belle journée, portez-vous bien. À demain.